Bienvenue à tout le monde à ce midi étudiant du Centraire, un midi étudiant qui s'intitule « À la recherche de fondements éducatifs pour une utopie écosophique et éco-humaniste, quels savoirs écosociaux développés à l'université ». Alors, je me présente, je m'appelle Hugues Asselin, je suis coordonnateur au Centraire, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et c'est moi qui vais avoir l'honneur d'animer cette rencontre avec vous aujourd'hui. Puis, je suis aussi technicien aujourd'hui. Alors, je vais aussi m'occuper, en fait, d'admettre les gens dans la salle et d'interagir avec vous pendant la rencontre. Je veux vous aviser que malheureusement, Isabelle Orellana, la directrice du centre de recherche, devait être avec nous et tristement, ouais, un événement triste est survenu dans sa vie en matinée, puis elle ne pourra pas se joindre à nous cet après-midi. Donc, c'est moi qui va faire l'animation de la rencontre. Alors oui, c'est ça, c'est un midi étudiant aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les midis étudiants? C'est en fait des séances de communication où le centre met en évidence, en fait, offre à disposition les services de communication et de diffusion du centre pour mettre en valeur les travaux étudiants des membres étudiants du Centraire. Et donc, vous retrouverez, si ça vous intéresse, d'autres midis étudiants qui ont été réalisés par le passé sur le site web du Centraire ou encore sur la chaîne YouTube du Centraire, sur laquelle vous pouvez également retrouver plusieurs des communications, plusieurs des événements qui ont été enregistrés préalablement, dont les séminaires, les conférences publiques, etc. Donc, on vous invite à circuler sur ces plateformes pour voir ce qui se fait au centre de recherche. Puis, si vous voulez être mis au courant des activités du Centraire, on vous invite à vous rendre sur le site web. Vous verrez qu'il y a une infolettre à laquelle vous pouvez vous inscrire pour être mis au courant de l'ensemble des travaux du centre de recherche. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter en fait notre conférencière d'aujourd'hui, Mélanie Champoux, qui est candidate au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke et actuellement sous la co-direction de deux professeurs membres réguliers du Centraire, c'est-à-dire Adolfo Agundez Rodriguez, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, et également Gina Tézé, professeure au département de didactique de l'UQAM. J'aimerais pouvoir vous présenter davantage Mélanie avant de lui céder la parole, mais je vous dirais que dans sa présentation, je pense qu'elle le fait très habilement. Elle a préparé quelque chose pour vous, justement, pour parler d'elle-même, pour parler de son cheminement en éducation relative à l'environnement. Donc, sans plus tarder, Mélanie, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. Je voudrais remercier les membres du comité organisateur pour cette belle invitation-là qui m'est faite de venir partager avec vous en toute humilité les perspectives qui traversent mes travaux de recherche en éducation. Donc, pour ceux et celles qui avaient vu, je ne sais pas, la première petite annonce dans laquelle il y avait un résumé là, des thèmes que je souhaitais aborder, vous avez sans doute constaté que c'était très large, peut-être un peu flou et vague. En fait, c'était un peu délibéré parce qu'au moment où j'ai remis ce résumé à Hugues, je ne savais pas trop comment j'allais structurer notre rencontre aujourd'hui. Mais en y pensant bien, j'ai pensé qu'en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de tisser un fil conducteur entre les travaux que j'ai faits à la maîtrise en environnement et le projet de recherche au doctorat que j'entreprends tout juste, là. Donc, je suis à ma première année, alors c'est vraiment, je viens ici dans une perspective de dialogue, là, puis d'ouverture, puis j'aimerais ça qu'on puisse garder du temps pour justement pour discuter, pour avoir vos réactions à la fin, pour m'aider à poursuivre mon chemin. Alors, j'ai préparé une petite présentation PowerPoint pour être très originale. C'est Hugues qui va la manipuler pour moi pour que je puisse vous voir parce que je n'y arrivais pas tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Hugues. Alors, le titre de la présentation, de l'élaboration d'un modèle de formation d'acteurs de changement à l'université à la recherche d'approches andragogiques pour un enseignement supérieur éco-socio-critique. Donc, la première partie, en fait, c'est ce que j'ai fait dans mon essai de maîtrise en environnement sous la direction de Karine Villemagne, qui est également membre chercheur ici au Centraire. Et la deuxième partie, en fait, c'est le projet de recherche au doctorat. Alors, on peut avancer, Hugues. Ce que je vais faire, c'est ça, commencer par la première partie pour vous parler de mon projet de recherche de maîtrise. Est-ce que tu es capable de…
Est-ce que tu veux que je passe à la suivante? Oui, oui, c'est Ah, ça, s'il vous pardon, plaît. OK. On va se faire des signes. Est-ce que ça va pour celle-là ou... Moi, ça n'avance pas là, sur mon écran. Oh, attends un peu, je vais recommencer le partage. À ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis vraiment désolé. On revient ici, partager. Ah, c'est bon. Cette fois, c'est bon. OK. Oui. Désolé pour cet accro. Pas de problème. Donc, en 2019, moi, j'ai eu le grand privilège là, de poursuivre le programme cours en éducation relative à l'environnement ici au Centraire. Puis, j'ai rencontré vraiment des professeurs-chercheurs qui m'ont marqué, très inspirants et qui m'ont permis de découvrir des auteurs critiques de nos modèles de société et de nos modèles éducatifs. Et ça a été vraiment un moment très marquant dans ma vie d'adulte qui effectuait un retour aux études parce qu'en même temps, je suivais une formation en parallèle à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai réalisé une maîtrise professionnelle en environnement et je côtoyais au quotidien de jeunes adultes très engagés à vouloir pouvoir contribuer concrètement à la formation d'un monde meilleur, à pouvoir l'imaginer, à pouvoir ouvrir des possibles, à pouvoir construire des utopies, puis aussi à vouloir aller chercher des outils pour leur permettre d'avoir une réflexion critique sur les observations des phénomènes écosociaux et de la crise écosociale. Puis, en même temps que je vivais ça, j'entendais de plus en plus un discours omniprésent et récurrent à l'Université de Sherbrooke, mais aussi, je vais m'en rendre compte par la suite, dans d'autres universités partout au Canada, mais aussi dans des milieux d'éducation non formelle. Donc, un discours sur la formation d'acteurs de changement. Et à l'évocation de ce terme, je voyais mes pairs étudiants rouler les yeux, là, exprimant un certain cynisme. Puis ça m'a interpellée. J'ai voulu comprendre pourquoi cette attitude face à cette expression. Et finalement, en les interrogeant, je me suis aperçue que pour eux, c'était une expression qui réfère davantage à un slogan promotionnel là, visant à positionner l'université disons, la scène compétitive de l'enseignement supérieur, mais que dans les faits, dans leur expérience d'étudiants, dans les cours, il y avait loin de la coupe aux lèvres. Hein. Donc, pour eux, il y avait vraiment une disparité entre les intentions ou les discours et la réalité de l'enseignement. En plus, évidemment, quand on se penche sur la question, on se rend compte que c'est une notion polysémique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un acteur de changement? De quel changement est-ce qu'il est question? Quelle forme de responsabilité est-ce que ça l'engage? Et donc, non seulement c'est une notion polysémique, mais c'est en plus une notion très séduisante envers laquelle tout le monde peut avoir envie de se rallier, mais qui peut servir finalement à des finalités éducatives fort divergentes. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ça repose véritablement sur des fondements éducatifs là, bien théorisés, explicités, ou au moins sur des traditions en éducation? Puis finalement, en faisant une recherche, je me suis aperçue qu'en fait, non, hein, c'est plutôt un discours éducatif, disons, dans l'air du temps. Et que s'il y a des repères formels qu'on peut trouver, ce sont quelques repères qui sont posés par une poignée, disons, d'organisations internationales ancrées en entrepreneuriat social. Donc, pas que j'ai rien contre les entrepreneurs sociaux, mais étant donné que cette expression est utilisée largement dans toutes les facultés, dans une variété de programmes, je me suis dit qu'il faudrait peut-être s'engager, donc à travers mon projet de maîtrise, à poser des fondements théoriques et pratiques pour penser et mettre en œuvre de telles formations d'acteurs de changement à l'université dans le contexte donc d'une transition éco-sociétale. Et je ne l'ai pas pris dans le sens de trouver des repères pour penser un programme particulier ou une formation en particulier d'acteurs de changement, mais plutôt pour inspirer, pour appuyer, pour soutenir tout programme universitaire qui voudrait orienter ses enseignements envers la formation d'acteurs de changement. On peut avancer, Hugues. Donc, pour faire ça, en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer un modèle, une sorte de modèle là, avec des dimensions donc formelles. Donc, la dimension formelle, c'est le quoi, hein, les concepts, les notions, les définitions. La dimension axiologique, c'est le pourquoi, donc les visées, bien sûr les finalités, les objectifs, mais aussi les principes et les valeurs devant sous-tendre une telle formation. Et la dimension praxéologique, donc le comment. Alors, comment est-ce qu'on devrait pouvoir vivre ça au sein des relations de la situation éducative, donc par des stratégies, des méthodes, des approches. Donc, pour le faire, j'ai combiné deux volets.
D'abord un volet théorique et ensuite un volet empirique. Pour le volet théorique, j'ai été puisée au sein de 4 champs principaux, soit l'éducation relative à l'environnement, l'éducation à la démocratie et à la citoyenneté, l'éducation qu'on pourrait appeler émancipatrice et le champ de l'innovation sociale. Et pour ces 4 champs-là, j'ai mis en dialogue les travaux des auteurs phares par un processus d'anasynthèse. Et donc, je suis arrivée avec un pré-modèle théorique, si on veut. Puis là, je me suis dit que c'était vraiment important d'aller chercher les contributions des acteurs les plus intimement concernés par cette question-là. Donc, dans les limites de l'essai, j'ai réalisé 16 entrevues, donc avec 16 personnes de l'Université de Sherbrooke, 8 personnes enseignantes et 8 personnes étudiantes, que j'ai invitées parce que je savais, pour avoir eu connaissance de leur engagement dans certaines activités, donc dans le fond, de leur désir de pouvoir contribuer à une telle forme de formation d'acteurs de changement. Et j'ai pris soin, en fait, de les choisir dans une variété de disciplines, de facultés, de départements pour pouvoir avoir vraiment un regard multidisciplinaire et multifacultaire sur la question. Une fois que j'ai fait de l'analyse de ces entretiens-là, en fait, j'ai procédé à une synthèse dialectique entre les données du volet empirique et du volet théorique. Puis là, pour aller très rapidement sur les résultats, en fait, ça m'a permis de voir la centralité, l'importance de toute la tradition de la pédagogie critique pour penser une formation d'acteurs de changement. Et j'apporte ici simplement certains éléments qu'on peut rassembler sous ce chapeau de pédagogie critique. Donc, l'importance, en fait, d'amener les étudiants à problématiser les situations et les phénomènes sociaux et non pas uniquement résoudre des problèmes. Donc, et là, je ne parle pas seulement des étudiants en recherche, qui normalement, on devrait les amener à pouvoir construire des problématiques, mais les étudiants, même dans les formations professionnelles ou au bac, donc d'arriver à soulever des questions, à remettre en question les choses et à ne pas prendre les situations comme étant des réalités fatales ou inexorables auxquelles s'adapter. L'importance de la subjectivité, bien entendu, et de l'intersubjectivité, donc par des dialogues philosophiques au sein de la classe. L'importance des pédagogies actives et interactives pour que les étudiants puissent, à travers une certaine praxis aussi, acter cette réflexion-là. L'importance d'une pluralité d'approches et de stratégies, notamment pour pouvoir s'adapter à divers type d'apprenant, un modèle d'apprentissage. Toute l'idée de l'enseignement modèle, de l'enseignant modèle, pardon. Donc, beaucoup d'étudiants m'ont dit que pour eux, c'était important que leurs enseignants incarnent des valeurs et qu'ils soient capables d'être transparents sur leur posture. Donc, pas une posture dogmatique, mais qu'ils soient mis en contact avec une pluralité, disons, de grilles d'analyse et de clés de lecture, mais que leurs enseignants soient capables de présenter de manière transparente leur propre posture et de l'interroger de manière dynamique devant eux, hein, de montrer une certaine forme de vulnérabilité aussi, on va parler de ça. Donc, toute l'importance, bien sûr, de l'émancipation des étudiants à travers une capacité non seulement de critiquer les situations écosociales, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, par une certaine activité, une certaine praxis, de pouvoir trouver des clés pour agir, donc par exemple, avec des savoirs de stratégie, des savoirs plus pratiques. L'importance d'apprendre de la préfiguration, de pouvoir s'engager dans la construction de possibles et d'utopies. Donc, ça fait appel à l'imaginaire et à la créativité. Et tout ça, finalement, en fait, pour déjouer l'apathie, le cynisme, le désespoir et favoriser l'engagement. Alors, on peut poursuivre. Mais une fois, c'est un peu là que ça m'a déposé, mon essai de maîtrise, mais rapidement, ça m'a amené des nouveaux questionnements. Bon. L'idée que la notion d'acteur de changement, c'était une notion polysémique, c'est ça qui a donné, dans le fond, l'impulsion à mon projet de recherche. Mais bon, même si j'ai essayé de cadrer ça le plus possible, tout le monde n'a pas lu mon essai de maîtrise, puis ça n'a pas force de loi, donc ça demeure quand même une notion tout à fait polysémique au sein des acteurs de l'enseignement supérieur et ça peut servir des finalités divergentes, voire très contradictoires. Et puis, il y a des étudiants qui m'ont dit ressentir un malaise face à cette expression-là, comme une forme de responsabilisation injuste, voire même de désolidarisation de la part des personnes enseignantes ou des directions de faculté, par exemple, qui utilisent ce terme. Un peu comme dans l'idée de, vous savez, c'est vous les jeunes qui allez régler les problèmes, qui allez régler le sort de la planète, c'est entre vos mains, go, 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 vous êtes capables. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est engageant et qui est mobilisant pour les étudiants.
Et puis, bon, après avoir terminé mon travail de maîtrise, j'ai poursuivi des lectures, j'ai rencontré des gens très inspirants et engagés, et je me suis aperçue qu'il y avait un angle mort important dans mon analyse, soit celle de toute la question des enjeux de décolonisation de l'éducation, qui fait appel également aux enjeux de l'éducation antiraciste, aux questions de justice épistémologique. Donc, je pense que si on veut s'orienter envers une finalité éducative pour l'enseignement supérieur qui soit engagée envers une justice écosociale, bien, ce sont des enjeux aux côtés desquels on ne peut pas passer. Donc, oui, des enjeux de justice et d'inclusion, mais aussi dans une volonté d'enrichir nos visions du monde et nos manières d'apprendre. Donc, c'est comme nécessaire pour moi de poursuivre la réflexion avec ça. On peut avancer. Puis j'avais également un désir de transformation concrète. Donc, au-delà de proposer des fondements, là, j'ai envie vraiment de m'engager pour effectuer pour aider, pour contribuer à transformer de manière concrète les réalités, l'expérience étudiante de mes pairs. Donc, pour ça, je commence par me demander quels sont les freins à une actualisation concrète de ce modèle d'enseignement à l'université, comment aller plus loin pour mieux comprendre, comment contribuer concrètement, mais aussi comment envisager une vision de changement qui soit plus émancipatoire et solidaire que celle qui est véhiculée à travers cette expression d'acteur de changement. On peut avancer. Et donc, à travers tous ces questionnements-là, j'ai eu connaissance de l'existence d'un nouveau programme court offert à l'UQO, Éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale. Donc, j'ai fait partie de la première cohorte en 2020. Ça m'a permis de rencontrer Gina Tézé, qui est maintenant ma co-directrice, et Paul Carr. Et puis, je dirais que ça m'a permis d'approfondir ma compréhension de la pédagogie critique et de toute la pluralité des formes que ça peut prendre et de mieux comprendre aussi les enjeux de transformation écosociale. Puis la grande liberté académique offerte par le programme m'a permis de commencer à cheminer vers l'élaboration d'un projet de thèse de doctorat à l'Université de Sherbrooke. Puis en fait, j'ai été tellement motivée que je me suis effectivement inscrite. Donc, depuis l'été dernier, je suis inscrite, comme Hugues l'a dit, dirigée par Adolfo Agundes et Gina Tézé. Donc, pour la deuxième partie de la présentation, je vais, comme je vous dis, en toute humilité, vous présenter un squelette de ce projet. Donc, c'est vraiment une première ébauche et voilà, on peut avancer. Et le titre préliminaire de la thèse se nommerait ainsi: Savoir et approche andragogique pour un enseignement universitaire éco-sociocritique engagé envers la transformation de nos rapports au monde. Repères théoriques et adaptations pratiques dans le contexte d'un programme de formation universitaire au Québec. Alors, on va décortiquer tout ça à travers la présentation. On va avancer. Je vais commencer donc avec la problématique écosociale. Ensuite, on va passer par la problématique éducative et scientifique que je vais aborder conjointement. Je vais vous présenter certains éléments du cadre théorique, puis on va terminer avec la méthodologie qui est envisagée. Et là, si vous le permettez, étant donné que ce sont des réflexions très récentes, ça se peut que je vais m'appuyer un peu d'un texte, donc je m'excuse si je lis un petit peu, mais je vais être sûre de ne pas déborder dans le temps là, puis d'être bien serré dans mes idées. D'accord? Donc, bien que les impacts réels sur les vies des personnes et des groupes sociaux soient disproportionnés, nous sommes tout au fait que nos sociétés affrontent aujourd'hui une pluralité de crises de nature écosociale et que ces crises sont interreliées entre elles. Parmi les manifestations bien concrètes de ces problématiques, on peut identifier divers phénomènes de pollution des milieux de vie et des milieux naturels qui affectent en premier lieu les personnes les plus pauvres de nos sociétés. La perte continue et alarmante de biodiversité et de diversité culturelle, la dégradation des sols nourriciers provoquant des famines, le dérèglement climatique incontrôlé qui affecte l'ensemble des écosystèmes de la planète et qui provoque des drames humains comme les migrations forcées, l'augmentation inquiétante des inégalités sociales et économiques, de même que l'érosion rampante de la démocratie qui devient inapte à faire face aux problématiques écosociales. Donc, une analyse critique et radicale, c'est-à-dire qui cherche à déterrer les racines de la formation et du maintien de ces problématiques, qui sont comprises comme des injustices commises à l'encontre du monde vivant, donc humain et plus qu'humain, nous amène à la reconnaissance du maintien et de la reproduction de rapports de domination, d'exploitation, d'aliénation et de destruction du territoire et du monde vivant. Donc, ces situations qui sont tout à fait inacceptables posent une menace sérieuse pour le maintien de la vie sur Terre. C'est l'ensemble des rapports que l'on entretient avec le monde, donc avec soi, avec les autres humains, avec les plus qu'humains, et avec les structures naturelles et culturelles qui supportent le renouvellement de la vie sous toutes ses formes,
qui doivent être interrogées et transformées. Le défi civilisationnel auquel nous sommes désormais confrontés est à la fois matériel, spirituel et intellectuel. Donc, nous devons concevoir et mettre en œuvre de nouveaux modèles de société. Puis pour ça, nous avons besoin de changer, voire même de renverser le regard que nous portons sur le monde. Nous reconnaissons donc l'existence d'un besoin de changer nos rapports au monde. Donc, par rapport au monde, j'entends ici rapport à soi, aux autres humains, aux autres plus qu'humains, au savoir, au temps et au territoire. Donc, si nous sommes d'accord pour considérer que l'éducation joue un véritable rôle de réflexion et de transformation sociale, ou du moins qu'il s'agit là de sa responsabilité et de son rôle le plus noble, et que ce rôle n'est pas uniquement un rôle de transmission et de reproduction des structures actuelles, on comprend que les enjeux écosociaux interpellent au premier plan le monde de l'éducation. Et pour réfléchir au rôle transformatoire de l'éducation face aux défis que posent ces enjeux planétaires et civilisationnels, il semble plus que pertinent, en fait, de s'alimenter des travaux issus du champ de l'éducation relative à l'environnement, et je pense particulièrement aux travaux qui sont traversés par des perspectives éco-socio-critiques. Donc, par éco-socio-critique, j'entends des perspectives qui sont critiques et qui abordent conjointement, de manière intrinsèquement liée, les problématiques écologiques et sociales. Donc, je pense particulièrement aux perspectives écoféministes, aux perspectives néo-marxistes, dont l'écosocialisme, indigéniste et décolonial ou anti-impérialiste. Donc, ces travaux ont depuis plusieurs... Oups, c'est quelqu'un qui parle? Ah, OK. Ces travaux, donc, ont depuis plusieurs années contribué à la formation et à l'enrichissement d'un vaste chantier de réflexion théorique et pratique sur le rôle écosocial de l'éducation. Donc, les repères sont vraiment foisonnants. Ils proposent plusieurs pistes de réflexion et d'engagement pertinentes. Mais les repères théoriques que l'on pourrait qualifier d'éco-sociocritiques demeurent vraiment encore fragmentaires, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Et je précise ici que je fais référence à la pratique d'enseignement dans l'ensemble des programmes et disciplines universitaires. Donc, mon orientation, à l'instar de ce que j'ai fait dans la maîtrise, ce n'est pas celle de proposer un ajout de cours ou de programme à ceux qui sont déjà existants, mais plutôt d'interroger la validité et la pertinence des approches présentement privilégiées dans bon nombre de programmes de formation universitaire, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, donc au regard des défis écosociaux contemporains, et de cheminer vers une amélioration des approches mises en œuvre concrètement dans les salles de cours des universités, qu'elles soient physiques ou virtuelles maintenant. Donc, il y a de plus en plus de travaux de recherche en éducation qui s'intéressent aux manières de penser et de mettre en œuvre une éducation plus inclusive, qui soit orientée envers le bien commun et une plus grande harmonie entre les êtres humains et entre les êtres humains et leurs environnements. Par exemple, les méthodologies de recherche en sciences humaines et sociales s'adaptent aussi pour faire de la place pour les méthodes anti-oppressives et décoloniales. C'est sûr que tous ces efforts sont très encourageants, mais malgré la bonne volonté des chercheurs et de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, qu'on pense aux enseignants, aux conseillers pédagogiques, mais le passage d'une volonté affirmée de transformation écosociale de l'enseignement supérieur à une transformation concrète des curriculums d'enseignement demeure difficile à réaliser. Donc, à l'heure actuelle, il y a des représentants de différents mouvements sociaux, mais des enseignants, des étudiants qui militent pour des changements en profondeur des curriculums universitaires, que ce soit pour une plus grande justice éducative, pour l'inclusion réelle de groupes sociaux marginalisés, pour une éducation plus démocratique ou pour une éducation décolonisée ou même pour une éducation éco-citoyenne. Mais toutes ces personnes-là font le constat généralisé que les changements qui ont été apportés jusqu'ici dans les universités et qui sont souvent rassemblés sous les chapeaux diversité, équité, inclusion, parfois éco-responsabilité, mais quoique ces changements sont bienvenus et tout à fait nécessaires, ils demeurent souvent superficiels et insuffisants. Ces changements, en fait, s'actualisent souvent par l'ajout de certains services ou par la rédaction de politiques de département. Ces initiatives se trouvent donc en marge du cœur de l'expérience universitaire, soit celle qui se vit à travers les activités d'enseignement. Puis lorsque ces initiatives touchent l'enseignement, elles se manifestent souvent par l'ajout de certains contenus dans certains cours, l'ajout de cours à option ou au mieux de programmes courts. Cette logique additive laisse inchangé l'essentiel des formations obligatoires. On peut changer la diapo. Donc, si j'essaie de résumer maintenant les besoins auxquels je souhaiterais pouvoir contribuer à travers mon travail,
pourrait dire que la transformation écosociale des curriculums universitaires, en fait, se présente comme un gigantesque chantier ponctué par de nombreux défis. Puis un des défis éducatifs qui semble vraiment proéminent au regard de l'analyse des exigences écosociales, c'est celui de la transformation de nos manières de penser, de nous situer et de nous relier au monde, hein. Il s'agit d'un défi qui concerne en fait notre devenir collectif. Le statu quo n'est plus possible ni d'un point de vue éthique ni d'un point de vue matériel. On doit plus que jamais apprendre à devenir, ce qui, sur le plan éducatif, ne peut se faire qu'en cheminant vers l'apprentissage de certains savoirs, hein. Nous nous demandons donc comment l'enseignement supérieur peut contribuer à ces apprentissages. Alors, vous tous ici, c'est certain, vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté concerne l'harmonisation du réseau de relations personnes, société et environnement. Et je pense qu'on peut y voir là une inspiration importante pour l'élaboration de finalités et de pratiques pour l'ensemble des programmes de formation universitaire. Donc, le défi qui nous préoccupe, c'est l'articulation de finalités, de savoirs et de pratiques pour le milieu de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de notre recherche, il nous faut donc articuler un ensemble de savoirs qui sont orientés vers une transformation de nos rapports au monde avec des pratiques d'enseignement adaptées au contexte universitaire. Donc, je fais le choix d'orienter la recherche autour d'approches andragogiques pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la réflexion la réflexion doit se situer au niveau des approches parce que les pratiques d'enseignement sont donc d'abord articulées autour d'approches, hein. Il en découle ensuite des stratégies, des méthodes et des outils. Mais puisque la recherche ici s'intéresse à l'enseignement universitaire de manière générale et non pas dans le cadre de l'enseignement d'une discipline en particulier, il faut laisser pour l'instant de côté la question des contenus et des didactiques. Donc, ce sont les approches qui, en quelque sorte, chapeautent les scénarios pédagogiques. Ce sont les approches qui orientent, structurent et cadrent les stratégies et les méthodes d'enseignement subséquentes. Donc, c'est donc au niveau des approches qu'on va d'abord accorder une attention dans cette recherche. Ensuite, on fait le choix de nous alimenter des travaux dans le champ particulier de l'andragogie pour deux raisons principales. La plus évidente, c'est qu'on s'intéresse à l'enseignement de jeunes adultes et d'adultes. Puis la seconde, c'est que la seconde raison réside dans la particularité du champ de l'éducation des adultes, qui est moins axé sur la transmission de connaissances, mais qui est davantage orienté sur les dynamiques relationnelles entre acteurs de la situation éducative, hein. Donc, c'est une orientation qui cadre beaucoup mieux avec notre intention de proposer des approches innovantes pour l'ensemble des formations universitaires. Donc, il s'agit de mettre en place certaines conditions pour faciliter la transformation de nos rapports au monde par la co-construction de savoirs qui sont en fait profondément humains et relationnels. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, il existe dans la littérature en éducation une grande richesse de propositions en lien avec les approches andragogiques, mais on ne saurait pour le moment trouver un réseau d'approches qui soit finement articulé, formalisé, systématisé et éprouvé dans le contexte de pratiques enseignantes universitaires contemporaines et qui soit pensé en fonction de finalités écosociales. Donc, il existe bien sûr de nombreux chercheurs et praticiens réflexifs qui orientent actuellement leurs efforts envers la modélisation de pratiques d'enseignement visant ces mêmes finalités, notamment dans le domaine de l'innovation pédagogique au supérieur. Mais si ces travaux sont en pleine effervescence, le chantier demeure résolument ouvert et les sentiers sont encore à tracer. Alors, si on résume cette envie de contribuer en 4 questions de recherche, alors on peut avancer. J'irai avec ces 4 questions-là. Donc, quel savoir développer à l'université afin de cheminer vers une transformation de nos rapports au monde? Quelles approches andragogiques privilégier dans la co-construction de ces savoirs et comment articuler ces approches entre elles sur le plan théorique et pratique? Quels sont les défis associés à leur mobilisation en salle de classe universitaire? Et finalement, comment peut-on accompagner les personnes enseignantes dans la mobilisation de ces approches andragogiques que l'on pourrait qualifier d'innovantes? Donc, on perçoit dans ce questionnement une double articulation qui est propre aux sciences d'éducation. La première qui est plus générale entre finalité, savoir et pratique. Et une deuxième articulation qui reflète l'identité du programme de doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke, c'est une articulation entre recherche, formation et pratique. Donc, on va poursuivre avec oui, en fait, ce que je voudrais vous dire ici, c'est que la structure de la thèse que j'envisage est un peu différente de ce qu'on voit habituellement avec un cadre théorique ou conceptuel. Je vais plutôt m'inspirer justement de la thèse de Karine Villemagne. Et ici, dans le repère théorique qui précède, dans le fond, la question de recherche, je pense que ce qui est le plus utile dans notre cas, c'est de proposer un ancrage philosophique, hein, pour des repères axiologiques. Donc, comment penser une vision éducative écosociale pour la transformation de nos rapports au monde dans le contexte de l'enseignement
supérieur universitaire. Donc, on peut avancer. Pour ça, pour l'instant, hein, c'est un début de réflexion, je convoque 4 auteurs et qui devraient pouvoir, à travers une analyse dialogique, là, nous orienter. Donc, d'abord, le philosophe allemand Axel Honneth, la philosophe française Corinne Pelluchon, le philosophe sociologue allemand Hartmut Rosa et la philosophe biologiste poétesse d'origine Potawatomi, Robin Wall Kimmerer. Donc, Honnête, dans son ouvrage La lutte pour la reconnaissance, a produit une théorie de la reconnaissance intersubjective. Corinne Pelluchon, dans Éthique de la considération, traite donc d'une éthique de la considération qu'elle étend à l'ensemble du monde vivant. Rosa, dans son ouvrage Résonance, nous propose un antidote à l'accélération de l'époque moderne et pour lui, il s'agit d'une sociologie de la vie bonne qui nous permet de transformer nos relations au monde pour nous laisser toucher et donc nous laisser transformer. Et Robin Wall Kimmerer, dans son ouvrage magnifique que je suggère vraiment à tout le monde, c'est un baume pour le cœur, Breeding Sweetgrass Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and Teachings of Plants. Elle nous offre une théorie de la réciprocité qui est au cœur des cosmologies des premiers peuples d'Amérique. Mais tous ces auteurs, en fait, présentent une analyse qui se veut comme une forme de lutte et de résistance à la réification, à la chosification des êtres vivants. Donc, la reconnaissance, la considération, la résonance et la réciprocité nous apparaissent comme des principes porteurs pour un idéal d'harmonisation du réseau de relations personnes, société, environnement. Donc, des principes porteurs pour imaginer des finalités éducatives écosociales. Et bien sûr, j'ai beaucoup appris de ces lectures-là. On apprend toujours à travers des rencontres, hein, que ce soit des rencontres à travers la lecture, à travers la chanson, des rencontres avec des personnes qu'on rencontre, mais on apprend aussi de la terre, donc de la rencontre avec les organismes vivants. Et moi, depuis 15 ans, je me suis engagée dans un projet de permaculture, puis ça m'a permis d'effectuer une rencontre avec le sol nourricier et avec tous les organismes qui le peuplent. Ça m'a permis de vivre au quotidien des milliers de petits apprentissages qui, avec le temps, se sont présentés à moi comme des leçons de vie. Et je crois que ça m'a appris surtout à observer, mais observer vraiment avec tous mes sens, mais également à entendre la musique du monde avec mon cœur et mon esprit. Observer pour expliquer, prévoir et soigner. Observer afin de prendre conscience, pour mieux comprendre et mieux prendre soin de moi et des autres. Ça m'a appris à aimer, à recevoir, à redonner, à échanger, puis finalement à être dans la réciprocité. Et je crois que je pourrais dire qu'il s'agit en fait d'expériences de vie qui m'ont appris à aiguiser ma sensibilité, à affiner ma capacité à être touchée. Puis je trouve important d'en parler aujourd'hui, même si c'est très brièvement, parce que ce sont des savoirs d'expérience qui font de moi non seulement l'architecte de mon projet de recherche, mais également une participante à la recherche. Donc, la frontière entre moi et mon objet de recherche, entre moi et les participants à la recherche, tend de cette manière à se brouiller. Puis, évidemment, ça peut constituer un défi, même un risque, mais ça peut aussi être une force, en autant que j'en sois consciente et que je puisse la mettre à contribution. Donc, mes savoirs d'expérience ouvrent des perspectives pour la recherche, en ce sens que ça peut sans doute m'aider à réfléchir comment, dans le cadre de l'enseignement à l'université, on peut co-construire des savoirs transformatoires en tissant un dialogue épistémologique entre les savoirs d'expérience vécus par les personnes apprenantes. Bref, ce sont encore là toutes des réflexions qui sont à poursuivre. Alors, on va avancer. Les savoirs qui sont construits par les auteurs que j'ai cités préalablement, combinés aux savoirs donc, que j'ai construits dans mes expériences de vie, résonnent pour moi en tant qu'espace de réflexion pour l'élaboration de finalités écosociales pouvant orienter un projet éducatif éco-socio-critique pertinent pour le 21e siècle. Et pour tenter de tracer les contours de ces finalités, j'introduis maintenant les concepts annoncés par le thème de la conférence, écosophie et éco-humanisme. La photo à droite, c'est une photo que j'ai prise près de chez moi au sommet du Mont-Saint-Joseph. Puis je l'ai choisie parce que c'est vraiment un milieu que je chéris. Il a participé à mon éco-formation et je ne peux pas m'empêcher de mettre une petite photo.
Donc, l'utopie sociale et éducative qui se dégage des œuvres des auteurs là, dont on vient de parler appelle à une vision du monde que je qualifierais d'écosophique et qui comporte une exigence éco-humaniste. Donc, c'est-à-dire un humanisme qui rompt avec un idéal de maîtrise et de contrôle, qui rompt avec un projet d'asservissement de la nature. Dans son ouvrage Decolonizing Education, Nourishing the Learning Spirit, Marie-Baptiste, elle, plaide pour un travail de déconstruction de notre conception eurocentrique de l'humanisme, hérité de la Renaissance, et nous propose une reconstruction à partir de la conception d'un humanisme autochtone. Corinne Pelluchon, également, elle nous propose, à travers son ouvrage Les Lumières à l'âge du vivant, une rénovation du projet des Lumières pour un humanisme qui est ancré dans un principe de respect du vivant. Donc, une vision écosophique du monde, c'est une proposition ouverte qui demeure à imaginer, à rêver, à construire ensemble. Il s'agit d'une utopie, non pas au sens de lieu impossible, mais de meilleurs lieux. Des idéaux non pas totalisants et figés qui proclament la fin de l'histoire, mais bien des idéaux dialogiques et dialectiques d'une pensée éthique en mouvement. On peut poursuivre maintenant avec les objectifs plus spécifiques que cela appelle pour la recherche. Donc, en 3 objectifs, élaborer un modèle de savoir apte à contribuer à une transformation de nos rapports au monde, conceptualiser un réseau d'approches andragogiques privilégiées en enseignement supérieur universitaire afin de soutenir une transformation de nos rapports au monde, et enfin, expérimenter et adapter les repères théoriques élaborés, donc savoir et approche, par la mise en œuvre d'une démarche de recherche collaborative en communauté de pratique dans le cadre d'un programme de formation universitaire. On va pouvoir présenter, c'est sous forme de petits schémas. Ici, je présente là, une idée de la collecte et de l'analyse des données. Donc, on voit que c'est très itératif. Alors, j'aurais un cadre théorique et une étude empirique. Donc, dans le cadre théorique, le premier corpus est composé de théories éco-sociocritiques en sciences humaines et sociales. Donc, ça appelle à des textes en écologie politique, en anthropologie, en philosophie, puis en sociologie de l'environnement. Et par une analyse dialectique, je vais en arriver, dans le fond, à faire émerger les savoirs à co-construire ensemble pour en créer un modèle pour la transformation de nos rapports au monde. Le deuxième corpus est composé de documents en éducation relative à l'environnement à perspective éco-sociocritique, on en a parlé tout à l'heure, et par un processus d'anasynthèse, donc faire émerger les approches andragogiques à privilégier et les tisser ensemble en réseau pour pas qu'elles soient comme toutes séparées. Et tout ça, bien sûr, les deux ensemble, il y a une mise en relation à faire, là, donc il y a plusieurs boucles d'itération. Également, dans l'étude empirique, dans le fond, qui serait une étude multicas, j'aimerais pouvoir m'inspirer des pratiques et apprendre des pratiques. Donc, ce serait des programmes, dans le fond, des programmes de formation qui sont à visée écosociale et qui mettent en œuvre des approches andragogiques là, qui semblent pouvoir contribuer donc à la transformation de nos rapports au monde. Et l'idée, dans le fond, c'est que l'analyse multicas puisse enrichir les deux autres, donc le modèle de savoir et le réseau d'approches andragogiques. Et une fois que ça sera fait, bien, je voudrais pouvoir le mettre à l'épreuve, puis l'adapter concrètement dans le cadre d'un programme de formation universitaire. Et les résultats de cette recherche collaborative pourraient à nouveau donc permettre de réfléchir et de réenchérir sur le modèle théorique proposé. Donc là, peut-être pour 2 minutes qui nous restent, oui, tu peux avancer, juste pour s'amuser un peu à explorer là, quels pourraient donc être ces savoirs à co-construire. Donc, c'est un peu triché parce que je n'ai pas commencé vraiment la recherche, plus des lectures flottantes. Donc, mais pour analyser ces finalités et cheminer vers une transformation de nos rapports au monde dans le cadre de l'enseignement supérieur, bien, il faut envisager le développement de certains savoirs. Pour changer nos rapports au monde, les sciences de l'éducation pensent l'éducation comme celle de l'humanisation des êtres humains, qui sont perçus comme des êtres en devenir. L'éducabilité des êtres humains, qui est un postulat nécessaire donc à la posture d'éducateur, souligne l'existence d'un potentiel à développer. Un potentiel qui, pour certains tenants de l'éducation humaniste, doit être perçu comme singulier à chaque personne apprenante et non pas être imposé comme une norme rigide servant à discriminer les individus entre eux, pouvant conduire finalement à l'exclusion de ceux qui ne correspondent pas à la norme prescrite. Le concept autochtone de learning spirit, là, que je ne sais pas encore comment trop le traduire, on le retrouve notamment dans les ouvrages de Marie-Baptiste et de Robin Wall Kimmerer, est vraiment intéressant pour penser le développement de ce potentiel propre à chacun, à ses talents, à ses aptitudes, à ses aspirations singulières.
Il pourrait impliquer le développement d'un réseau de savoir tel que savoir se situer, savoir se relier, savoir vivre avec le trouble. Il pourrait également signifier la nécessité de réapprendre à penser, notamment afin de cheminer vers une pensée plus complexe et transdisciplinaire. Donc, encore une fois, là, c'est ça, c'est vraiment des réflexions à poursuivre. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Là, j'ai envie de vous entendre, savoir si certaines choses résonnent avec vos expériences d'étudiants ou d'enseignants. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment, vraiment foisonnant comme présentation. Merci. Puis tu as tout un appareil, en tout cas pour le projet de thèse là, qui est bien en place avec un modèle, oui, effectivement, avec beaucoup d'itérations, un modèle fort complexe. Ça, c'est drôle, on travaille ça dans le cadre d'un cours, la pensée systémique euh, avec les étudiants. Je trouve que ça évoque bien ça, la proposition que tu fais. Donc, oui, c'est ça, il est 14h presque 15, donc vraiment le respect du temps, c'est une grande force hein, chez toi. Donc, il nous reste quand même un bon moment pour un échange. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui auraient des commentaires, des questions à poser à Mélanie. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient entrer en discussion? Virginie? Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette conférence, Mélanie. Merci. J'apprécie, j'ai beaucoup apprécié. Je me demandais, en ce qui concerne l'examen des programmes d'études, j'étais juste curieuse. C'est sûr que c'est au début de la recherche, là, mais a priori, sous quelle forme se ferait l'examen de ces programmes-là? Est-ce que ce serait comme c'est une étude de cas, ça je comprends, mais est-ce qu'il s'agirait aussi d'étudier les cursus des cours, j'imagine d'interroger des étudiants, des enseignants? J'étais juste curieuse là, de... A priori, pour l'instant, je suis ouverte premièrement, à trouver ces cas-là, soit dans l'enseignement formel là, à l'université, mais peut-être au cégep, peut-être même dans le milieu de l'éducation non formelle, s'il y a des choses intéressantes qui se font. Pour l'instant, je ne ferme pas la porte en autant que, disons, que ce soit une tranche de jeunes adultes là, pour que ce soit représentatif de ce qu'on vit à l'université. Puis ensuite de ça, vraiment, c'est sûr qu'il va y avoir de l'observation avec une grille d'observation qui aura été construite sur la base du cadre de référence, puis de ce qui aura été construit dans le cadre théorique. Mais sinon, à part ça, c'est évident, là, il devrait y avoir des discussions de groupe et tout. Mais l'idée, dans le fond, ça va être de voir quelles sont les approches qui sont les plus prometteuses, qu'est-ce que ça apporte, où est-ce qu'il y a des nœuds, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement essayer dans la recherche collaborative à l'université. C'est un peu ça, oui. Super, merci beaucoup. Merci. D'autres questions, commentaires? Ah, on a une question dans le clavardage de M. Jean-Noël Bérubé qui nous demande est-ce que l'IA, donc je suppose que c'est de l'intelligence artificielle, pourrait être un dénominateur commun, une passerelle numérique accessible sur le réseau Internet, interfacultaire, interactive, pour synchroniser l'adéquation du savoir universitaire et les transformations sociales dans le présent et l'avenir? Une belle Ça grande dépasse, question. ça dépasse un peu mes perspectives là, pour l'instant. Je t'avoue qu'on va se jaser. Jean-Noël, je ne sais pas, là, j'ai de la misère à percevoir. Est-ce que M. Bérubé, vous aimeriez Merci. détailler un peu votre interrogation ou exposer un peu les postulats? Ah, peut-être que l'accès au micro est difficile, je ne sais pas. Je pense que la question qui vient, elle suit un peu, là, mais non, ça ne me dit rien. Là, les réseaux, c'est quoi les réseaux? Ah, OK, comme des universités alternatives. Oui, oui, effectivement, ça pourrait être un lieu où trouver des cas, peut-être, oui. Ah, OK, les réseaux alternatifs universitaires. Oui, Je comprends. sur le coup, Oui. je pensais que ça faisait suite à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Gabrielle. Oui, bonjour Mélanie. Sans avoir
bien comme compris tous les thèmes puis tous les concepts. Ce que j'en comprends, c'est que tu te concentres sur il faut que j'essaie de synthétiser ce que j'ai compris. C'est quand même un effort. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que j'aime vraiment l'idée d'aller dans le niveau universitaire, dans l'éducation aux adultes. C'est ça, hein, l'andragogie. Oui, oui, exactement. Puis d'aller voir à l'école supérieure qu'est-ce qui peut être transformé. Moi, je suis à la fin du bac en enseignement primaire préscolaire, puis c'est des questions que je me pose au niveau primaire. Mais au niveau universitaire, c'est un beau défi, on dirait, parce que comme vraiment, j'écoutais tout ce que tu disais, puis je trouvais ça vraiment stimulant, mais je me disais, les administrations, ils voudront pas. Genre, comment, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas parler de ces limites-là dans ta recherche ou tu vas faire comme, quand on s'en parle plus tard, là, je vais commencer par comme créer mon idée puis vous dire qu'est-ce qui devrait changer, puis après, on verra les limites parce que je trouve dans ma tête, les changements, ils sont lents parce que l'administration ne veut pas faire de changements qui les rendrait, qui les mettrait en danger, puis qui changerait leur manière de fonctionner et tout. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Ben, je pense que le phénomène de résistance au changement, c'est très complexe. Ce n'est pas tout le temps parce que les gens ne veulent pas fondamentalement, mais il y a toutes sortes de freins. C'est pour ça que je parlais de gigantesques chantiers ponctués de nombreux défis. Je pense qu'on parlait tantôt de pensée systémique, donc effectivement, il y aura une analyse systémique à faire des freins, des obstacles, mais disons qu'à l'heure actuelle, l'analyse que je fais dans mon champ à moi, c'est que souvent, malgré la bonne volonté de devoir faire, en fait, il y a aussi une pression là, politique de devoir faire descendre des principes éducatifs au sein de l'université. Mais des fois, les gens, ils ne savent juste pas par quel bout le prendre, puis comment commencer, puis comment le faire concrètement. Puis c'est pour ça qu'on voit comme une addition de toutes sortes de petits projets. Là. Donc, moi, mon idée, c'est de dire, ben, on va voir comment on peut appuyer ces changements-là et les soutenir en proposant des innovations au niveau des approches. Et puis, c'est sûr qu'il faut commencer petit à petit. Là, on ne peut pas faire. Bon, fait que, il y a une expérimentation à faire au sein d'un programme et ensuite, par communauté de pratique, il peut y avoir un certain phénomène d'émulation. Mais oui, c'est sûr qu'il y a plein de défis. Ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. C'est un petit pas à la fois, une petite pierre, mais pour moi, c'est important de le prendre par la racine, puis par la base, puis essayer d'agir là où, d'un point de vue systémique, justement, là où on va pouvoir avoir un impact. Je ne veux pas parler d'impact là, parce que c'est tellement galvaudé, là, mais où on va pouvoir avoir une prise qui est plus transformatoire. Ouais. Oui, je comprends vraiment ta réponse. Puis, dans les entrevues que tu as menées dans ton projet de maîtrise, est-ce qu'il revenait, je pense à ma propre expérience de pourquoi ce genre de programme de transformation, pourquoi ça bloque. Puis ce qui me vient à l'esprit, c'est souvent les besoins des étudiantes et des étudiants qui vont à l'université. Ils ont des besoins qui ne fitent pas toujours avec le besoin d'apprendre à vraiment bien réfléchir, avoir un esprit critique. Ils ont plus comme un besoin d'une diplomation pour avoir accès à un emploi qui les sécurise financièrement. Ils ont comme des besoins qui vont passer par-dessus le fait de vraiment prendre le temps de réfléchir, alors qu'à l'université, on dirait que dans ma tête, c'est comme le meilleur moment pour prendre le temps de réfléchir. Mais quand on a des besoins, je dois nourrir ma famille, ben prendre le temps de réfléchir, il passe à côté, puis donne-moi du matériel que je vais pouvoir utiliser concrètement dans mon emploi. Fait que je pense qu'il va y avoir ça aussi à considérer dans le. Sûrement que les gens ils te l'ont dit là, de leurs besoins en tant qu'étudiante. Oui, oui. Ben, moi, premièrement,
ma perspective, c'est d'abord de donner la voix aux étudiants, mais ensuite, je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser les besoins et les enjeux. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on a besoin de trouver un emploi puis de se nourrir que ça doit prendre le pas sur le besoin de réfléchir. Un nourrit l'autre, là. Donc, ce n'est pas à mettre en opposition. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là. Mais c'est un enjeu collectif, hein, c'est un projet collectif, l'éducation. Donc, c'est sûr que ce n'est pas uniquement l'enseignement à l'université qui peut changer le monde. Et ce n'est pas non plus juste les politiques du monde du travail. Personne ne peut tout seul mener ce changement-là. Donc, c'est une contribution, puis c'est sûr que ça demande beaucoup de collaboration. C'est très politique aussi, comme tu le soulèves. Ouais. Bien, merci, Gabrielle, pour cette question. Merci. Je fais un saut dans les clavardages juste pour souligner que Pascal Filiza souligne que le travail dans lequel tu t'engages pourrait effectivement être très pertinent aussi pour le milieu des bibliothèques universitaires aussi, qui ont une façon finalement de penser les services qu'offre la bibliothèque qui pourraient être appelés à être transformés, je pense, suite à des travaux comme ceux-là. Donc, je voulais souligner son intervention. Il y a Virginie aussi qui voulait prendre la parole. Oui, c'est ça, suite à l'intervention de Gabrielle, ça me menait à, dans une perspective systémique, est-ce qu'il y aurait pas l'idée d'examiner, par exemple, les programmes, là, je pense entre autres à la formation des enseignants, les programmes de formation initiaux, puis de la formation initiale, puis les programmes de formation continue. Je me demande si la perspective ne peut pas changer une fois qu'il y a comme une expérience dans la pratique. En tout cas, c'était juste dans l'idée qu'au départ, souvent, on peut peut-être décider de faire un programme de formation initiale pour justement avoir un objectif pragmatique, donc acquérir des compétences pour un métier, mais qu'après, après avoir vécu un petit peu dans le métier, on se rend compte d'autres valeurs, d'autres importances. En tout cas, c'était juste une réflexion qui m'amenait là. Merci. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que l'importance, dans le fond, de relier mes travaux avec la formation des maîtres. Là, tu me parlais de formation pratique. Je ne suis pas trop sûre de comprendre exactement ce que tu voulais m'amener, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que dans certains métiers, entre autres la formation enseignante, il y a des formations continues qui sont associées. C'est-à-dire que donc, on a une formation initiale, après ça, on va sur le terrain, puis la formation continue dans le temps. Et elle est comme. Puis là, aujourd'hui, les enseignants, ils ont lu, c'est comme obligatoire de continuer à se former, mais il y a d'autres métiers que c'est comme ça encore. Donc, là, je pense peut-être, entre autres, je pense peut-être aux psychologues là, qui ont, en tout cas, les métiers qui ont des ordres professionnels aussi. Donc, c'était juste, peut-être dans l'optique de relier tout ça. En tout cas, c'était une idée, là. Je comprends. En fait, ce que tu dis, c'est que les repères, puis les pratiques, les approches pédagogiques à penser ne devraient pas non plus seulement servir la formation initiale ou les programmes de formation universitaire de base, là, mais informer également tous les types de formation continue. Oui, peut-être. Merci. Il y avait André qui voulait poser aussi une question. Oui. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien, André. OK. Merci. Merci, Mélanie, pour la belle présentation. J'ai plusieurs réflexions par rapport au sujet. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu as parlé d'acteurs de changement, puis je veux savoir qu'est-ce que tu veux changer. Qu'est-ce que ces gens-là sont des acteurs pour changer quoi? Donc, ça, c'est ma première question. Et deuxième, question commentaire, je pense que l'histoire du rapport au monde est très important à mes yeux. Et puis, je pense qu'un des défis, c'est que je pense que juste à t'écouter, je pense que tu as un rapport qui est plus écocentrique ou biocentrique devant un groupe de personnes anthropocentriques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de les convaincre de changer de rapport au monde ou est-ce qu'on les amène à développer ce rapport au monde-là qui est techniquement meilleur pour l'environnement? Est-ce que c'est une prétention? Tu sais, tout ça. Et puis, troisième chose, ce serait de faire attention que dans le domaine de la pédagogie critique, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup lu, j'ai rencontré plein de gens. Il faut faire attention parce que
La théorie est là, beaucoup d'auteurs, mais peu de pratique. Et puis, la pratique se fait, par exemple, dans les endroits où il y a des opprimés, comme au Mexique, ailleurs, et les profs, ils se font tuer pour enseigner la pédagogie critique. Mais ailleurs, je trouve, on n'a pas assez d'expériences concrètes, on en parle. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est même les profs qui enseignent la pédagogie critique, ils ne le font pas avec leurs étudiants. C'est-à-dire qu'ils en parlent de façon théorique. Et puis, donc, je pense que c'est un petit danger là, d'entrer là-dedans. Tu sais, c'est quasiment un non-sens d'enseigner de la pédagogie critique de façon théorique. Mais En oui. tout cas, juste trois petits commentaires. Puis merci encore pour ta présentation. Mais merci, André. Ben non, effectivement, là, ma perspective, ce n'était pas d'utiliser la pédagogie critique comme un contenu d'enseignement, mais plutôt de se servir de ce qu'elle propose pour repenser nos relations à l'université, parce que je pense qu'il n'y a pas, la pédagogie critique ne sert pas, en tout cas, dans la perspective de Fréré, il n'y a pas personne à libérer. Là, on a tous à se libérer entre nous, donc je ne vois pas pourquoi la pédagogie critique servirait seulement dans les milieux où il y a des gens opprimés. Je pense que dans nos milieux favorisés, nous sommes tout autant opprimés par une colonisation de notre esprit. Donc, c'est dans l'idée de cette décolonisation de nos esprits puis de nos manières de penser que je pense que la pédagogie critique peut nous aider. Puis, c'est surtout pas dans la perspective de convaincre ou d'imposer une meilleure façon, mais c'est justement de lutter contre certaines manières de penser hégémoniques. Tu sais. Donc, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'enseignant aujourd'hui, commencer par nous-mêmes, se rendre compte des présupposés qu'on porte comme étant des savoirs vrais. Donc, d'abord, se décoloniser soi-même pour ensuite, à travers son enseignement, accompagner, favoriser ce même mouvement de décolonisation de la pensée chez nos étudiants. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question un peu rapidement. Acteurs pour changer quoi? Bien, effectivement, c'est un peu ça le problème avec l'appellation former des acteurs de changement. Donc, justement, c'est ça que je n'aimais pas. C'est quand on dit former des acteurs de changement, c'est comme si on avait déjà une présupposition sur le changement à apporter. Puis ça, justement, c'est le contraire de la perspective que j'ai essayé de développer à travers les fondements de la pédagogie critique. C'est qu'on n'est pas là pour... En fait, les problématiques écosociales, elles sont tellement en mouvance, il y a tellement d'incertitudes face à l'avenir et tout, que ce qu'on faut qu'on développe, c'est une agilité justement à être en contact étroit avec les réalités, puis à tout le temps remettre en cause. Fait que quand on parle de finalité éducative, on parle de finalités qui devraient être infinies, en fait, qui ne sont jamais atteintes et qui ne sont jamais définies non plus. Donc, en fait, pour moi, c'est un grand défi, je pense, de notre système d'éducation, de cesser... En fait, tout le discours autour des profils de sortie, là, moi, ça m'irrite grandement. Donc, qui sommes-nous pour dire comment est-ce que nos petits élèves, quand ils rentrent, nos étudiants devraient sortir? Hein? Il y a comme une forme de... Il y a une idée très mécaniste en arrière de ça qui est complètement contraire à la vision, en tout cas, que je préconise d'ouverture à différentes manières d'être au monde, puis le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Donc, oui. Donc, le changement, bien, il y a quelque chose à changer dans le sens qu'il ne faut pas accepter les réalités comme étant inexorables et fatales, mais qui sont historiquement construites, socialement construites et qu'on peut les remettre en question et qu'on peut, on peut rêver et se mettre en action pour des meilleurs possibles. Merci Mélanie. Le temps file, on a peut-être le temps pour deux petites questions pour des personnes qui n'ont pas encore parlé. Peut-être que je lirai la question de M. Mohamed Taleb du clavardage, puis ensuite je pourrais passer la parole à Tom. Puis si tu veux, Mélanie, tu pourras peut-être répondre aux deux en rafale, comme on dit. Donc, M. Taleb en fait, voulait t'interroger sur le concept d'écosophie, puis voulait savoir s'il est en rapport avec le paradigme de Félix Guattari dans Les trois écologies. Donc, c'est la question de M. Taleb. Puis, Tom, tu voulais aussi prendre la parole. On t'écoute. Je dois vous avouer que j'ai... d'abord, bonjour Mélanie. Je ne saluerai pas les différentes personnes qui sont là. J'ai regardé le nombre des 66. Si je m'étais en saluer pas mal, c'est celles que je connais, je ne finirais pas. Je dois vous avouer qu'à l'origine, je m'étais dit, moi, je n'y vais pas à ce séminaire-là, pour différentes raisons. Là, je me dis, là, Tom, c'est au cœur de tes travaux que tu as fait. Tu accompagnes quelqu'un qui fait une recherche à la formation universitaire.
tu es impliqué dans l'environnementalisation du curriculum à l'UQAM, il faut au moins que tu ailles écouter ce qui se passe là. Je m'étais dit, ben, je vais écouter puis je ne dirai pas un mot. Puis là, finalement, je me suis dit, bon, ben là, je n'aurai pas souvent l'occasion de commenter. Fait que je vais quand même, c'est quelques commentaires que je vais faire, moins que des questions. Une des raisons pour lesquelles j'hésitais à venir, c'est que je trouvais que c'était bien large. Je suis très, très, très content de voir dans la présentation qu'il y a quelque chose qui manque souvent, c'est les environnementalistes. C'est-à-dire que la recherche, elle devient de plus en plus contextualisée. Parce qu'au début, c'était tout changé, toute l'université au complet, c'était c'était la totale. Là, je trouve, je disais, OK, il y a un recentrement, puis c'est plus serré, puis ça s'en va, on sent que c'est en train d'atterrir. Fait que je suis bien heureux de le voir. Là, je vais aller avec 4 observations un peu plus critiques, parce que, bon, ben, c'est ça aussi, faire des séminaires. Je t'inviterais à faire attention sur l'idée de l'injustice envers le monde vivant. Un auteur qu'André et moi, on partage pas mal, qui est John Livingston, il met en garde de faire rentrer le monde vivant dans notre logique de justice et de droit. Fait qu'il y en a qui poussent là-dessus, mais c'est comme le faire rentrer dans notre monde où il y a des statuts juridiques, puis on se bat sur des statuts juridiques. Puis, fait, il y a des choses qui existent, mais il y a des mises en garde sur les risques possibles de parler de droit par rapport à la nature. Dans une diapositive, tu mentionnais, je me souviens plus c'est laquelle, tu mentionnais comme 4 pistes, je ne sais pas trop quoi, mais tu parlais de l'éco-socio-critique en classe. Puis je me dis, déjà, tu remplaçais le mot classe par mot en formation universitaire. Parce que là, tu t'es comme peinturé dans une salle de cours. C'est peut-être pas obligé de le mettre en classe. L'autre affaire, là, on va vraiment rentrer en métaux. Moi, j'enseigne au doctorat en éducation en métaux. Quand j'ai vu la mise en épreuve puis l'adaptation dans une recherche collaborative en communauté de pratique, ça va être super important que tu te situes bien dans les différentes traditions de communauté de pratique, parce que la tradition de Georges Desgagnés puis des Nadine Bednars, les praticiens sont des gens qui n'ont pas des lacunes qu'on veut améliorer. C'est des gens qui ont on veut aller voir ce qu'ils font, puis on veut aller voir la réflexion sur la pratique. Fait on n'est pas en mode aller vérifier quelque chose auprès d'eux, mais il peut y avoir différents sens à recherche collaborative. Mais il y a une tradition forte de recherche collaborative au Québec qui s'inscrirait mal dans une approche qui va venir tester auprès de vous ce que j'ai développé. C'est plus dans une logique de recherche-développement, mais c'est bien tentant. Il y a souvent un lien qui se fait là, mais là, on est dans des traditions de recherche. Puis l'autre chose que je t'inviterais à voir aussi, parce que je réalise que le chemin que tu es en train, sur lequel tu t'es inscrit, il y a pas mal d'autres mondes qui ont fait des recherches là-dessus. Je ne veux pas en nommer, mais tu iras voir dans le patrimoine de thèse et de maîtrise en éducation relative à l'environnement qui ont été faits à l'UQAM. Puis il y a pas mal de monde qui ont été là-dessus et qui l'ont exploré à travers à peu près presque les mêmes thèmes, là, presque les mêmes titres, avec un petit ajout de honto dans l'éco-socio-critique, mais il y a comme déjà, ça roule déjà en recherche là-dedans, en contexte UQAMien. Au lieu de réinventer la roue et d'aller puiser un peu partout dans le monde, ben, il y a peut-être moyen d'aller voir dans des savoirs locaux. C'était mes grands commentaires. Bonne suite. J'en profite parce que c'est l'occasion ne se présentera pas souvent. Merci. Merci, Tom. Merci, Tom. Fait que Mélanie, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si suite aux commentaires de Tom, tu veux réagir ou peut-être répondre à M. Taleb aussi qui posait la question sur l'éco-Sophie. Oui, non, les commentaires de Tom, je les ai notés, puis je remercie beaucoup Tom pour sa contribution. Ils vont être pris en considération, certains. Pour les commentaires de Mohamed, donc effectivement, Félix Guattari, je ne suis pas encore fixée. J'ai lu un peu trop en diagonale, je dirais. Je perçois les affinités avec Arnès, qui aussi, je me questionne. Il y a des choses que je prends, il y a des choses que je remets en question. En même temps, il y a Spinoza que je pense que tant que je n'aurai pas approfondi ma connaissance de Spinoza, j'ai un peu de mal à répondre. Donc, je serais intéressée si tu veux en parler, Mohamed, de tout ça, parce qu'effectivement, pour moi, c'est encore un peu nébuleux. Oui. Super. Merci. Bien, malheureusement, Mohamed, je ne pourrais pas t'accorder la parole. On a déjà dépassé le temps qui était prévu pour la rencontre. On avait annoncé que c'était de 13h30 à 14h30. Il y a peut-être des personnes qui veulent partir. Donc, je pense que rendu ici, ce que je ferais, c'est que je vous remercierais
tous et toutes, chacun et chacune, d'avoir participé, d'avoir aussi assisté à la présentation de Mélanie. Et merci beaucoup à Mélanie pour cette présentation, cette entrée en matière dans l'univers de ton projet de recherche. Ça a été vraiment fort agréable. Merci pour ceux qui ont participé à la discussion aussi. Je vous invite évidemment à continuer à suivre les activités du Centre de recherche. D'autres conférences seront annoncées prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à l'infolette si ce n'est pas déjà fait. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, pour les étudiants et étudiantes du cours DDD 3513, on pourra se retrouver dans la salle de cours dans une quinzaine de minutes. Donc, disons à 50. Ça va? À 14h50. À tout de suite pour les autres. Et merci, à la prochaine pour tout le monde. Au Merci revoir. beaucoup.